opinion sur la crise alimentaire mondiale. Alors évidemment, bon, on a blâmé l'expansion économique en Chine, en Inde. On a parlé du rôle de certains spéculateurs mystérieux et tout. Je crois pas qu'il y ait vraiment de mystère derrière ça. Bon, évidemment, l'agriculture moderne aujourd'hui dépend pour une large part des combustibles fossiles. Alors évidemment, avec la hausse des prix que l'on a connue depuis quelques années, euh, ça s'est évidemment reflété sur la question du prix des denrées agricoles. De l'autre côté, ce qui est clair aussi, c'est que c'est difficile de blâmer le libre marché, comme on le fait souvent, lorsqu'on, dans le fond, traite du marché qui est probablement le plus réglementé à l'échelle de la planète. Alors, non seulement dans les économies avancées, comme on le sait, mais aussi dans les économies moins avancées, qui ont toutes sortes de barrières à l'importation et à l'exportation, où les droits de propriété sont souvent non reconnus ou enfin ne sont pas appliqués d'une façon qui permettrait d'encourager l'investissement productif. Alors, la solution à la crise alimentaire mondiale, c'est évidemment, d'un point de vue libéral, de libéraliser justement les marchés, de ne pas avoir cet instinct protectionniste traditionnel de nuire au fonctionnement des marchés. Alors oui, évidemment, il y aura une période d'ajustement, mais je ne crois pas qu'il y ait une solution viable à long terme qui passe outre la libéralisation des marchés agricoles. Alors évidemment, dans les marchés agricoles, on parle de marchés qui sont à la fois protégés, mais également subventionnés. Alors je crois que tout le monde, tous les experts sur la question ont fait s'entendre pour dire qu'un marché aussi réglementé et aussi subventionné récompense la médiocrité à plus ou moins long terme. Dans un marché normal, les agriculteurs les plus dynamiques, les plus innovants, les plus prospères, évidemment rachèteraient les propriétés des agriculteurs moins productifs et bénéficieraient donc ultimement aux consommateurs. Dans un marché subventionné à l'heure actuelle, où on parle de, bon, évidemment, de centaines de milliards et parfois, bon, enfin, de trillions de subventions, dépendant de comment on les compte, on se retrouve évidemment avec un marché qui encourage la médiocrité du côté des producteurs et qui empêche les ajustements nécessaires qui bénéficieraient non seulement aux consommateurs des pays avancés, mais également aux producteurs et aux consommateurs des économies moins développées. Bon, alors évidemment, les subventions aux producteurs des pays avancés sont fournies pour toutes sortes de raisons. Par exemple, si on regarde la question de l'éthanol aux États-Unis, l'éthanol produit à partir de maïs, on invoque toutes sortes de raisons allant de la sécurité énergétique des États-Unis au besoin de développer des énergies alternatives aux énergies fossiles, alors que dans les faits, évidemment, c'est une démarche qui est purement électoraliste, qui vise à aller chercher le vote des agriculteurs du Midwest américain. Alors, on se retrouve avec des surplus ou enfin des pénuries, dépendant de ce que l'on fait. Soit on subventionne la production ou on subventionne la transformation. Et lorsque l'on se retrouve avec des surplus, mais évidemment, on a des programmes d'aide, enfin qu'on dit d'aide dans les économies avancées, comme par exemple aux États-Unis, où on ne veut pas tant aider les gens qui sont en difficulté dans les pays sous-développés en achetant de la nourriture peut-être plus près de ces gens-là et en aidant donc à développer le secteur agricole des économies moins avancées, mais en mandatant l'achat de nourriture aux États-Unis et son transport par des transporteurs américains vers les économies moins avancées, où on détruit évidemment l'agriculture locale, où on détruit les incitatifs à investir dans la modernisation de la production agricole locale. Mais il faut s'entendre qu'évidemment, bon, l'aide des pays avancés est un problème, mais la solution au problème des économies sous-développées passe également par une réforme interne dans ces économies-là. Mon interprétation des dernières recommandations des Nations Unies par rapport au changement climatique vis-à-vis des pays pauvres tient évidemment à les maintenir dans un état de sous-développement perpétuel. On fait une telle obsession carbone dans les économies avancées que l'on trouve peut-être, je ne sais pas, la pauvreté exotique ou la pauvreté admirable, si vous voulez. Enfin, tant que ça affecte les autres et que ça ne nous affecte pas, nous. Et il est clair qu'évidemment, si on a le choix entre, bon, même si l'on accepte les scénarios les plus catastrophistes, il faut reconnaître que la richesse permet de s'adapter à peu près toutes les conditions climatiques qu'on peut avoir. Moi, je suis originaire d'un coin du globe où il peut facilement faire moins 40 l'hiver et plus 40 l'été. Mais les Québécois, donc je suis Québécois d'origine, les Québécois s'adaptent et vivent très bien.
Enfin, on est une des sociétés les plus prospères au monde, relativement parlant. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'est développé économiquement, parce qu'on utilise des combustibles fossiles, parce qu'on utilise d'autres choses. Donc, même si l'on accepte les scénarios les plus catastrophistes mis de l'avant par les modélisateurs climatiques, je ne crois pas qu'on peut signer que la richesse va permettre de s'adapter à tout ce que la nature va nous envoyer. Donc, à ce niveau-là, évidemment, moi, je considère les dernières recommandations des experts internationaux qui tiennent à maintenir des populations dans un état de sous-développement tout à fait inacceptable.